Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 2, le 630 Info, une demi-heure d'actualité juste avant Télématin avec Camille Grenu. Bonjour Camille. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. On commence tout de suite avec le JT, les titres, c'est parti. Tata Yo-Yo, Chaud Cacao, la bonne du curé des titres qu'on a tous fredonné. Annie Cordy est morte après un malaise, elle avait 92 ans. Belge, elle vivait à Cannes depuis des années en France. On reviendra bien sûr sur la carrière d'une femme à l'énergie inépuisable et qui savait tout faire. Fin de la première semaine de rentrée scolaire et 22 établissements fermés sur 60 000, pour moitié en métropole, pour moitié à La Réunion. La France qui enregistre par ailleurs un record de nouveaux cas en 24 heures, plus de 9 000. C'est du jamais vu depuis le début des dépistages à grande échelle. À Deauville, un 46e festival du cinéma américain sous le signe du coronavirus et sans vedette venue des États-Unis. Session de rattrapage en revanche pour plusieurs films privés de Festival de Cannes en mai dernier. Nos équipes sont sur place, reportage dans un instant. Chanteuse, meneuse de revue, actrice aussi. Après 70 ans de carrière, Annie Cordy nous a quittés hier soir à l'âge de 92 ans. 700 chansons à son répertoire et une légende, celle d'une femme de caractère qui n'a jamais fait son âge. La Belgique salue une de ses plus célèbres ambassadrices et la France aussi, où elle vivait depuis des années sur les hauteurs de Cannes. Nicolas Lemarinier. Le rire, c'est une thérapie. Si vous saviez comme c'est beau. Et comme je suis fière d'être une rigolote. Mais quand le diable, qu'est-ce qu'un beau diable, me tire par les pieds. Et ça me chatouille, ça me donne des idées. Toute sa vie, Annie Cordy a connu un grand bonheur. Mon bonheur, hein. C'est un bonheur total d'être sur scène, de pouvoir partager avec les gens. Je suis Frida, oh papa, hop là. Et toute sa vie, Annie Cordy a partagé sans compter sa joie de vivre. Léonia Koreman, née le 16 juin 1928 à Bruxelles. À 8 ans, sa mère l'inscrit à un cours de danse et encourage sa carrière artistique. Ma mère, dès qu'elle se levait le matin, claque la radio, donc j'ai été élevée dans la musique. Pour moi, ma jeunesse, c'est un parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Repérée dans un cabaret bruxellois, c'est comme meneuse de revue du Lido qu'Annie Cordy débarque à Paris. Jolie fleur de jolie fleur de papillon, avec un petit pa pour le cotillon. Danse, chanson, Annie Cordy alterne les fantaisies et les standards du jazz. Oh, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. C'est parce que c'est si bon. Quand je ne suis pas en tournée, que je ne fais pas de radio, pas de télévision, bien j'arrive quand même à me reposer un petit peu. Tiens, cette année-ci, j'ai eu au moins 5 jours. Oui. Au cinéma, elle partage l'affiche avec son ami Bourvil et Luis Mariano. Vous en faites pas, monsieur Vincent. J'ai prévenu tous les garçons. Tous mes copains sont dans la salle. Et moi, j'applaudirai comme 4. Hollywood lui tend les bras, mais par amour pour son mari réticent, elle abandonne le rêve américain. Au fil des années, le répertoire d'Annie Cordy s'enrichit de succès populaires. Je suis là pour faire passer un bon moment, Jean, c'est tout ce que je demande. Oui. Votre chanson la plus intellectuelle, c'est laquelle? Pouf, dis, t'as vu Monte Carlo? Dis, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Hello, le soleil brille. Hello, le lilas fleurira. Cigarette et whisky et petite pépé, laisse groggy te rendre un peu cinglé. Moi, je suis faite pour le hasard. Par hasard, je suis arrivée sur les planches. Par hasard, j'ai chanté. Par hasard, j'ai fait des comédies musicales. Et par hasard, j'ai fait un film sous la direction de René Clément. Par hasard. Le passager de la pluie avec Marlène Jobert en 69. Je bois pour oublier. Oubliez quoi? Que les hommes sont des salauds. Une incursion dans un registre dramatique, mais avec Annie Cordy, le sourire l'emporte toujours. Et je voudrais bien. Oh là là. En 1975, La Bonne du Curé est son plus grand succès, 1 million d'exemplaires. Ça a été un raz-de-marée. On s'arrêtait de prendre l'essence. On avait le gars qui nous servait qui disait « Je voudrais bien, mais je peux point, hein ?» Oui. Et tout ça, on dit « Mais c'est curieux que les gens parlent de cette chanson comme ça. »
Annie Cordy chante, elle joue la comédie. Elle triomphe avec Madame sans gêne. Vous éviterez de paraître à la cour. C'est d'un gourmet, tout ça est d'un raid. Oh là là, trop d'emploi. Et Lodoli en 72. Hello, Dolly, oui c'est moi, Dolly, dans le monde entier, on connaît mon... Nini la chance en 76. La chanson m'a toujours appelé comme ça. Yes. Annie Cordy a toujours pris la vie avec dynamisme et naturel. Je suis ma route avec mon petit grain de folie. C'est une dame de cœur qui vient de disparaître. La chanson française a perdu l'un de ses plus beaux sourires. La vie est belle quand on y croit, comme moi. Et merci, madame, c'est ce qu'a tweeté le Premier ministre Jean Castex en hommage à Annie Cordy, populaire, solaire à la ville comme à la scène, joyeuse et généreuse avec son public comme avec ses amis. Ainsi était Annie Cordy et avec elle disparaît la bande originale d'une vie faite de bonheur simple, sincère et communicatif. Voilà ce qu'a écrit le Premier ministre. Et on vous parle aussi du Covid ce matin. Malgré les gestes barrières, malgré les masques, malgré les tests, l'épidémie de Covid-19, eh bien, continue sa progression en France. Près de 9000 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis la mise en place de tests à grande échelle dans le pays. Alizé Lutran. 8 975 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24 heures. C'est du jamais vu depuis le 31 mars dernier. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. 53 nouveaux foyers de contamination ont été détectés en moins de 24 heures. Le coronavirus circule toujours activement en France. 4 671 personnes sont aujourd'hui hospitalisées. C'est 28 de plus en à peine 24 heures. 473 cas graves sont traités dans des services de réanimation. Depuis le 1er mars, 30 686 personnes sont décédées du coronavirus. On va aller un peu plus loin, analyser ces chiffres avec Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien, on vient de le voir, une hausse des contaminations, notamment hier. Est-ce qu'on peut craindre pour le coup vraiment cette fois-ci une seconde vague ? Eh bien, on va les analyser, ces chiffres, et notamment cette courbe. C'est le nombre de tests réalisés en France depuis la mise en place des fameux tests PCR. Et vous le voyez très clairement, la France en fait de plus en plus. On a même passé un cap, ce qui explique ces files d'attente interminables. Ce cap, c'est celui du million de tests en une semaine. Il a ainsi été dépassé, plus d'1 million de tests. Alors, on se dit effectivement, quand on cherche, on trouve. Et c'est vrai qu'il y a ce taux de positivité qui peut aussi expliquer autant au début de l'épidémie, et il était un peu plus de 2, autant, vous le voyez, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait plus de tests qu'on trouve plus. L'épidémie est bien en train de progresser. Ce n'est pas le virus qui a muté, c'est la population touchée qui a muté. Pourquoi je vous ai sorti cette phrase d'un article de nos confrères de France 3 Marseille ? Parce qu'on entend souvent que le virus serait plus contagieux, moins contagieux, pardon. Ce n'est pas forcément vrai. En revanche, ce qui semble assez évident, toujours quand on regarde les résultats de ces tests, c'est les jeunes qui sont effectivement de plus en plus touchés par cette épidémie. Et le problème, c'est que les jeunes, on le sait souvent, sont asymptomatiques, ce qui ne les empêche pas d'être un vecteur de transmission. Alors, est-ce qu'on peut parler de seconde vague pour autant ? Eh bien là encore, intéressons-nous aux courbes. Et celle-ci est particulièrement frappante. C'est le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Et là, on voit très bien que nous sommes en ce moment au niveau du pic de l'épidémie, au niveau de la fin du mois de mars. On discerne aussi un début de seconde vague du côté des nouveaux patients hospitalisés ou des nouveaux patients en réanimation. Je voudrais terminer par une note peut-être un peu plus positive. C'est le R, le nombre de reproductions effectives, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous allez contaminer si vous êtes malade. Il a frôlé la cote d'alerte il y a quelques jours. Il est en train de redescendre. C'est l'application des gestes barrières. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'OMS le rappelle encore hier, on n'attend pas de vaccin avant la mi-2021.
Merci beaucoup Sébastien Thomas pour toutes ces précisions. Un autre chiffre à présent qui concerne toujours l'épidémie, c'est le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui l'a annoncé hier. 22 établissements scolaires sont désormais fermés en France. Alors c'est peu si on rapporte ce chiffre au total de 60 000 établissements. Sachez que 10 de ces établissements concernés sont en métropole et 12 à La Réunion. On fait le point avec Olivier Fessol. Ici, à l'école des Varennes, une élève de CM2 est revenue de vacances avec le Covid-19. Résultat, 32 élèves sont en quatorzaine jusqu'au 17 septembre. Et c'est un vrai casse-tête pour les parents. Je suis obligée de modifier mon planning, mon mari aussi. Mais on sait que c'est pour nos enfants et puis c'est aussi pour éviter la propagation du virus. Car si son petit frère, lui, va toujours à l'école, Julien, quatorzaine oblige, reprend les cours à distance. On va voir sur l'ordinateur un mot du directeur pour les devoirs et on va les faire avec nos parents. Pour l'équipe municipale qui gère cette crise avec l'éducation nationale et les services de santé, cette situation était prévisible. On s'attendait tous à ce que ça puisse arriver, étant donné le fait que les enfants aujourd'hui n'ont plus les mêmes règles, que la distanciation sociale ne puisse pas être respectée autant, puisque tous les enfants sont présents dans les bâtiments. Donc on n'est pas à l'abri effectivement que ça se reproduise, même si on fait tout ce que l'on peut faire au niveau des désinfections, de l'entretien. À une dizaine de kilomètres de là, à Mont, c'est 57 élèves de grande section qui sont placés à l'isolement. En effet, 3 enseignants de cette école maternelle ont été testés positifs au Covid-19. S'il s'agit d'un enfant dans une classe seulement, en principe, il n'y a pas de brassage d'enfants. Bon, on considère que la cour d'école étant à l'extérieur, on va quand même vérifier s'il n'y a pas eu des contacts rapprochés, mais bon, on n'attrape pas le virus en courant dans une école. Et la cantine, on peut la prendre en compte lorsqu'il y a des enfants qui sont en face à face. À Saint-Pierre-des-Corps, une crèche a été fermée après un test positif chez un enfant. L'accueil périscolaire est aussi suspendu après un cas chez un adulte. Au niveau national, 22 établissements scolaires et une centaine de classes ont été fermés depuis la rentrée. On passe maintenant à l'actualité à l'étranger avec l'affaire Navalny et la Russie qui exprime, je cite, son scepticisme sur l'empoisonnement de l'opposant russe. Il est toujours cet opposant en Allemagne et Moscou demande donc à Berlin de lui fournir des preuves d'une tentative d'assassinat. Sur place à Moscou, notre correspondant Luc Lacroix. Eh bien, du côté russe, les autorités disent n'avoir rien à se reprocher et même ne pas croire à un empoisonnement. Leur défense, lorsqu'Alexeï Navalny était hospitalisé en Sibérie, les médecins ont procédé à des prélèvements et aucun poison n'aurait été détecté. Les Russes cherchent même à inverser la pression. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'il a demandé à l'Allemagne de fournir des preuves de cet empoisonnement, mais qu'il n'a toujours reçu aucune réponse. Le Kremlin estime même que les médecins allemands sont moins transparents que leurs collègues russes. Dans les médias russes, toutes les théories sont avancées pour expliquer l'état d'Alexeï Navalny. On parle d'un problème lié à un régime, un problème lié à de l'alcool ou encore à une trop longue exposition au soleil. En attendant, face aux demandes d'explications occidentales, les Russes parlent d'une politisation de cette affaire. On ne sait pas encore si les Européens sont vraiment prêts à aller jusqu'à des sanctions, ni si la France est prête à ce que cette affaire pèse sur sa relation avec la Russie, une relation qu'elle cherche par tous les moyens à améliorer depuis un an. À l'étranger, toujours au Liban, un mois jour pour jour après l'explosion, une veillée d'hommage a eu lieu hier aux 191 victimes et aux 6500 blessés de l'explosion du port. À 18h08, heure de l'explosion, des cérémonies et une minute de silence ont été organisées sur le port donc, mais aussi au siège d'une caserne de pompiers à proximité. 10 de ses membres ont péri ce jour-là. Des proches des victimes étaient bien sûr présents au pied d'un mémorial érigé par l'armée sur le port. Certains ont aussi déposé des roses blanches. On parle de foot à présent. Il ne veut pas aller en justice contre le club de son cœur. Il reste finalement au Barça. Lionel Messi avait annoncé son départ. Finalement, il a changé d'avis. Il est revenu sur sa décision. Il s'est montré amer quand même. Il a répété qu'il voulait partir. Mais il juge impossible de payer la clause de départ fixée par le président du club à 700 millions d'euros. On parle du Tour de France à présent avec la 8e étape aujourd'hui. 141 km entre Caser-sur-Garonne et Loudanvielle et 3 cols au programme. On va faire aussi un point sur la 7e étape hier avec notre envoyé spécial sur le Tour, Grégory Naboulet. Le Tour va passer son week-end dans les Pyrénées avec 2 belles étapes de montagne. 3 ascensions au programme aujourd'hui.
le col de Monté. Le port de Balès, 1755 mètres. C'est le premier col hors catégorie de ce 107e Tour de France. Et puis un grand classique, le col de Peyrossourde, avant une arrivée dans la vallée à Loudanvielle. Hier, les coureurs ont joué avec le vent et surtout avec les nerfs des sprinteurs. La plupart d'entre eux ont été lâchés dès les premiers kilomètres. Les Français Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Guillaume Martin ne se sont pas laissés piéger. Ils terminent dans un petit groupe avec le reste des favoris du Tour. Et le maillot jaune, Adam Yates, le Belge Wout van Aert remporte l'étape, son deuxième succès sur le Tour cette année. On part de culture à présent, on file à Deauville avec le retour du cinéma sur tapis rouge, le festival normand qui se tient malgré tout, malgré l'épidémie de coronavirus. Et c'est le premier grand festival de cinéma à se tenir justement depuis l'épidémie, avec la Mostra de Venise aussi. Et au programme, eh bien, la diffusion de films qui auraient dû être présentés à Cannes et à Annecy. Les stars américaines ne sont pas là évidemment cette année, Liane Courtet. Un défilé de stars sur le tapis rouge presque habituel, mais devant un public masqué. Hier soir s'est ouvert la 46e édition du Festival américain de Deauville, présidé par Vanessa Paradis, mais sous une forme revisitée. Cette année, en raison du coronavirus, aucun Américain ne sera présent et les capacités d'accueil des salles ont été réduites de 30%. Il y a des gens qui vont rire, des gens qui vont pleurer. Il y a des films qui sont montrés, des films qui n'auraient jamais été montrés sans ce festival. Donc la seule chose qui compte, c'est que ce festival ait lieu, parce qu'en ayant lieu, il porte l'espoir de tout le vivant. L'espoir, c'est le mot d'ordre de cette édition. Le festival affiche déjà complet les week-ends, un signal très positif pour le monde du cinéma selon la ministre de la Culture. On est encore loin de la fréquentation habituelle, mais on sent que les gens ont une soif de sortir, de se divertir, de se cultiver. L'un des temps forts de cet événement mondialement connu, la présentation de 9 des 52 films sélectionnés par le Festival de Cannes, annulés à cause de la pandémie. Au total, près de 70 films seront projetés. Le palmarès sera dévoilé le 12 septembre prochain. Il est 6h45, c'est l'heure du rappel des titres avec Camille. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Chanteuse, meneuse de revue, actrice après 70 ans de carrière, Annie Cordy nous a quittés hier soir à l'âge de 92 ans. Merci madame, a tweeté le Premier ministre Jean Castex. En hommage, je cite, à une artiste populaire et solaire à la ville comme à la scène. Fin de la première semaine de rentrée scolaire et 22 établissements fermés sur 60 000, pour moitié en métropole, pour moitié à La Réunion. La France enregistre par ailleurs un record de nouveaux cas en 24 heures, plus de 9 000, du jamais vu depuis le début des dépistages à grande échelle. Et puis dans l'actualité, également Deauville et son 46e festival du cinéma américain sous le signe du coronavirus et sans vedette venue des États-Unis. Session de rattrapage en revanche pour plusieurs films privés de festival de Cannes en mai dernier. Et c'est Vanessa Paradis qui préside cette 46e édition à Deauville. Alexandra. Merci beaucoup Camille. C'est l'heure de la revue de presse à présent. On vous parle du Covid-19 ce matin dans pas mal de journaux, à commencer par Le Parisien. Le Parisien qui nous dit que le Covid casse l'ambiance des fêtes de famille et notamment des mariages. Effectivement, le virus qui joue les troubles fêtes, nous dit-on, baptême, anniversaire, mariage, la crise sanitaire pousserait à décliner ces invitations. Et c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce qu'on a parfois peur de vexer nos hôtes. Alors certains qui vont se marier ont eu l'idée de proposer à leurs invités de se faire tester, tous les invités avant d'aller à leur mariage. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément, à en croire la une de Libération ce matin qui nous parle des tests. Est-ce qu'on en fait trop? Eh bien pour Libération, oui, avec la multiplication des campagnes de dépistage, les laboratoires sont complètement saturés. Les résultats sont longs à arriver et finalement, eh bien, ça laisse au virus le temps de se propager et parfois, eh bien, ça crée des situations complètement ubuesques. Alors, c'est ce que nous raconte cette femme qui a 39 ans, qui dit qu'elle a vécu un véritable enfer et qu'elle a vécu surtout une situation complètement paradoxale puisque l'infirmier l'a refoulé du laboratoire en lui disant qu'il ne testait pas les gens qui avaient les symptômes du Covid-19. Ensuite, on vous parle aussi du Covid-19 en une du Figaro.
zéro, avec voilà, ces dépistages aussi qui posent problème, un encombrement qui met à mal la stratégie du gouvernement. Et on vous parle aussi des Républicains, de politique, avec François Baroin qui ne sera pas candidat à la présidentielle. C'est ce que croit savoir le journal ce matin, alors que les Républicains sont réunis aujourd'hui et depuis hier au Port-Marly dans les Yvelines pour réfléchir à la présidentielle. Eh bien, lui ne serait pas candidat. Il privilégierait sa vie privée. Alors, il n'a pas fait d'annonce officielle, mais en tout cas, on nous dit qu'il le dit lui-même, qu'il n'a jamais été fasciné par l'idée d'être président de la République. Nicolas Sarkozy le dit également. Je crois à son émergence, mais je ne crois pas à sa volonté d'être président. Voilà donc pour la revue de presse ce matin. On va faire maintenant un tour de l'actualité européenne. C'est l'Eurozapping avec Géraldine Délinger. En Belgique, des plaintes contre le port du masque à l'école. Eh bien, cela engendre pas mal de désagréments. Alors tu parles bien fort parce que c'est quelque chose, c'est embêtant. Il gratte, provoque de la buée sur les lunettes et surtout difficile de comprendre ce que dit l'enseignant, notamment en langue. On doit pouvoir de temps en temps montrer l'articulation de certains sons. En plus, lorsqu'on doit écouter les élèves, on ne comprend pas beaucoup et pas toujours ce qu'ils disent. Des préjudices trop importants selon 2 parents et un enseignant belge. Ils ont porté plainte, arguant que les élèves sont très peu contagieux. Le hacker des Football League sur le banc des accusés au Portugal. Rui Pinto, o pirata informático. Les démêlés avec le fisc de Cristiano Ronaldo et de plusieurs joueurs et dirigeants de clubs, c'est lui, Rui Pinto. En 2016, il a rendu public fraudes et corruption. 3 ans plus tard, il est arrêté en Hongrie pour vol de données et tentative d'extorsion. Son procès débute aujourd'hui à Lisbonne, ses soutiens protestent. La Constitution devrait reconnaître le statut de lanceur d'alerte. C'est le seul moyen de lutter contre le crime financier. Considéré comme un pirate informatique, il risque jusqu'à 10 ans de prison. En Suisse, un nouveau corridor à travers les Alpes. Le moment est historique. Il marque la fin du chantier du siècle. Un tunnel de 15 km et demi dans le Tessin, le Chénéry, inauguré aujourd'hui. Il a fallu 28 ans pour creuser le dernier maillon d'un itinéraire qui relie le port néerlandais de Rotterdam à Gênes, en Italie. Il représente la pièce maîtresse du plus important corridor ferroviaire entre la mer du Nord et la Méditerranée. Depuis des années, la Suisse met les camions sur les trains. Grâce au fret, elle a réussi à diminuer d'1 tiers leur nombre sur les routes helvètes. Viva la Svizzera! On va revenir maintenant sur une semaine d'actualité en images. C'est le Photo Hebdo avec Isabelle Bechler et Mathieu Lerue. On part en Inde, mais aussi en Chine, à Wuhan. Regardez. Sous ce pont qui enjambe le Gange, d'habitude, il y a des pâtures, des marchés ou des méga pèlerinages. Mais là, le fleuve sacré a pris ses aises pour cause de moussons. Depuis l'élection contestée de Biélorussie, les manifestants ne désarment pas. À Minsk, cette femme tente la supplique plutôt que la colère. Ensemble blanc, écharpe rouge, les couleurs du drapeau des pro-démocraties. Il faut oser l'innovation, c'est le slogan de cette salle de classe au-dessus du tableau. Les ultraviolets, émis par ces tubes, sont censés désinfecter les lieux la nuit. Nous sommes à Wuhan, Chine populaire, point de départ de la pandémie. Avec son simple masque, il a la victoire modeste, ce collégien français. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur. On peut se faire des nouveaux copains avec un masque ? I want a safe America, safe from 4 more years of Donald Trump. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence américaine, fait tout comme il faut. Très covidement correcte, sa conférence de presse. Sage. Trop sage pour certains. Pas de droit du sol pour ce bébé panda né aux eaux de Berlin. Une fois sevré, retour dans l'empire de Xi Jinping.
En attendant, il fête son premier anniversaire avec une glace au bambou. Et voilà, c'est la fin de ce 6h30 Info sur France 2. Merci à vous de l'avoir suivi. On va passer maintenant la main à nos amis de Télématin. Mais vous pouvez aussi nous retrouver dès 7h sur France Info avec Camille Grenu sur le canal 27. On vous attend, à tout de suite.